consacrée au rôle des autorités locales dans la lutte contre les changements climatiques avec deux invités sur ce plateau. Dieudonné Kossi, directeur exécutif de la CEJUS, et puis le professeur Akoda Ayoadan, agrégé en droit privé, enseignant-chercheur à l'université de Lomé. Alors, monsieur Ayoadan, depuis, on l'a remarqué lors de ces conférences internationales qui se succèdent, les communautés à la base, les autorités locales se manifestent toujours. Est-ce que leur voix porte? Alors, moi, il me semble que leur voix porte, mais peut-être pas suffisamment. Peut-être pas suffisamment. Il y a effectivement des choses qui se font, des activités qui sont menées sur le terrain et qui permettent d'obtenir un certain nombre de résultats. Bien. Maintenant, au lieu d'attendre que tout vienne d'une décision de la capitale ou d'une quelconque autorité supérieure, pour nous, aujourd'hui, il y a une organisation collective de base à mener, à avoir pour travailler sur les solutions immédiates à trouver. Alors, M. Kossi, vous allez les réunir, ces autorités locales. Alors, quel est le message, la quintessence du message à leur livrer? Oui, mais merci. Je pense que aujourd'hui, et en fait à l'orée de cette conférence que nous organisons le 12 février prochain, il y a un certain nombre de messages clés à passer aux autorités locales. Vous savez, quand nous prenons, et le thème de la conférence c'est ville en transition, et quand nous prenons et aujourd'hui la population mondiale, vous verrez que les villes ne représentent peut-être que 4 à 5% en fait en termes d'occupation de l'espace terrestre. Mais par contre, vous verrez que 70% en fait des énergies, de l'énergie qui est en fait produite ou dépensée et se fait en fait par les villes. Et quand vous prenez 60% en fait de la question des pollutions, de la pollution en fait de l'environnement dont nous parlons, et les villes en sont actrices. Et puis il y a aussi que les villes représentent aujourd'hui à l'échelle mondiale autour de 60% en fait du PIB. Ça veut dire que tous ces éléments réunis montrent l'urgence et l'importance en fait de l'action de ces autorités locales-là et de l'impact qu'ils peuvent avoir sur les changements de comportement, mais aussi le revirement en fait de la situation, la résilience avec et tout ce que nous avions observé jusqu'ici. Donc, je pense que c'est un message clair que nous passons aux autorités, aller à l'action, comme le disait le maire et de Paris, en fait, et à la COP 21 passée. Je pense qu'il est important aujourd'hui que les collectivités locales, les villes, les autorités locales, à l'échelle en fait locale, se saisissent de leurs responsabilités, et parce qu'ils en ont naturellement la légitimité à agir aujourd'hui en tant que de véritables acteurs et qui impactent positivement sur le changement de comportement, mais aussi l'amélioration du climat et de l'écosystème mondial. Alors, professeur, M. Kossi l'a évoqué lors de la COP 21, des villes, les communautés locales se sont véritablement mobilisées. Qu'est-ce qui justifierait cette frilosité au niveau africain? Est-ce que vous avez le sentiment que le même élan s'observe sur le continent? Il y a un certain nombre de choses qui se mettent en place, mais il faut aussi avoir conscience d'une certaine désorganisation de nos communautés à la base. Quand on regarde un peu l'évolution de notre pays, il y a un travail qui est fait au niveau des quartiers, au niveau des communes, etc. Mais on le voit bien, l'organisation n'a pas atteint son niveau de perfection. Bon, prochainement, il est dit que l'on organisera des élections locales pour mieux structurer le tout. Donc, à partir du moment où l'on n'a pas cette organisation-là, il est évident que l'action ne soit pas bien structurée pour permettre d'obtenir des résultats. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est tout simplement de dire aux uns aux autres que, au fond, il y a une organisation qui peut être étatique, mais il y a une organisation qui peut être collective sans attendre, n'est-ce pas, un quitus du pouvoir central, mais une organisation des individus qui sont dans un endroit et qui sont impactés par les changements. Nous avons hérité de certains comportements, de certaines façons de faire. Utiliser une voiture, utiliser le pétrole, nous avons hérité de ces façons de faire. Nous avions des façons de faire traditionnelles qui gagneraient peut-être à être réétudiées, à être revisitées
pour en identifier les éléments vertueux et permettre, n'est-ce pas, de promouvoir ces éléments vertueux. Donc, pour moi, l'organisation à la base est la clé. Alors, Monsieur Kossi, aujourd'hui, dans le cadre de l'atteinte des objectifs de développement durable, on parle des villes durables. Vous parlez des villes en transition. Alors, est-ce que dans la dynamique d'un développement économique, on peut en même temps satisfaire à ces exigences du développement durable pour que nous parvenions à ces villes durables? Oui. Et vous savez, M. Gaëtan, je pense que aujourd'hui, le développement durable inclut et de manière pertinente la question de la protection de l'environnement. Parce qu'il n'y a pas de développement durable dans la précarité environnementale. Nous ne pourrions pas parler de développement durable. Nous ne pourrions pas développer nos villes, et nos quartiers, nos pays de manière durable si notre environnement n'est pas sain. Et donc vous comprenez qu'aujourd'hui, le développement durable rime avec la question de la lutte contre les changements climatiques. Parce qu'il n'y a pas de développement durable sans résilience et avec les pratiques que nous avions jusqu'ici observées au niveau des citoyens, mais aussi au niveau des grandes puissances, des industries qui ne cessent de polluer notre environnement immédiat. Alors, au-delà des autorités locales, ce sont les populations à la base que vous visez. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une réelle prise de conscience à cet échelon? Oui, de plus en plus, je pense que nous pourrions le remarquer tous, il y a une prise de conscience des populations et à la base sur les questions en fait liées à la protection de leur environnement immédiat. Et déjà, nous remarquons de plus en plus que les populations s'organisent à l'échelle locale pour soit mettre le quartier au propre, soit en ce qui concerne la gestion des déchets. Aujourd'hui, la gestion des déchets dans nos villes et quartiers n'est plus l'apanage en fait de la mairie ou de la préfecture. Aujourd'hui, on constate que les populations elles-mêmes s'organisent et gèrent au niveau local la question des déchets. Et on constate également une certaine révision dans les comportements des populations. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous voyez quelqu'un prendre un piawata, et la plupart prennent soin de jeter en fait le résidu en fait dans une poubelle. Ça, c'est déjà un début. Mais il y a qu'on doit passer à l'échelle, à la vitesse supérieure. Et parce que aujourd'hui, quand on parle de lutte contre les changements climatiques, cela se situe au niveau de la santé. Il faut adopter des comportements qui soient protectrices en fait de l'environnement et en ce qui concerne les politiques locales de santé et en ce qui concerne l'agriculture. Parce que la population au niveau local, elle est essentiellement agricole. Si ce que nous consommons n'est pas produit dans de meilleures conditions, nous risquons fort. Le développement durable ne nous atteindra pas. Donc, parce que nous allons nous-mêmes écourter en fait notre existence ici-bas. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience, mais il y a besoin d'éveiller, de jouer. Et c'est dans ce cadre-là que nous organisons cette conférence qui réunit un certain nombre d'experts, et aussi bien des théoriciens que des praticiens, qui auront cette responsabilité-là d'éveiller davantage les autorités locales sur l'urgence pour eux d'être des sentinelles dans leurs milieux respectifs, qui jouent le rôle peut-être d'éveil et de réveil des populations. Professeur Ayo Adam, lorsque vous allez vers les populations locales et que vous leur parliez de changements de comportement vis-à-vis des changements climatiques, et elles ont l'impression comme si on se trompe de priorité parce que justement, dans ces milieux, c'est l'extrême pauvreté. Dans quel moule concrètement faut-il faire passer le message pour qu'elles comprennent que les deux aspects sont intrinsèquement liés? Pour nous, la pauvreté est liée, n'est-ce pas, à cette difficulté-là. Si vous n'avez pas un environnement climatique
qui vous permettent de développer une quelconque activité. Nous, on le disait tout à l'heure, c'est une activité agricole qui est à la base de nos communautés. Si le changement climatique impacte votre quotidien de telle sorte que les produits que vous semez ne donnent pas de fruits, oui, vous êtes directement impacté par le changement climatique. Si vos enfants tombent malades de façon régulière sans que vous n'arriviez à identifier les causes, peut-être que votre air est beaucoup plus pollué. Donc, pour moi, la question de la pauvreté est liée à celle de changement de comportement en termes environnementaux. Si le climat ou l'environnement est sain, il y a des moyens de développer, n'est-ce pas, il y a des moyens pour lutter plus facilement contre la pauvreté. Et puis, bon, la pauvreté, c'est un concept global où aujourd'hui on a des indices, des critères pour les calculer. Pour moi, la pauvreté, on devrait l'évaluer au taux de bien-être de l'individu. Et le taux de bien-être de l'individu dépend fortement de son environnement. De son environnement. Alors, professeur, vous êtes aussi préoccupé par l'amélioration du cadre législatif en matière de lutte contre les changements climatiques. Quels sont les défis à relever dans ce sens ? Alors, chez nous, il y a des efforts qui sont faits. Il y a des efforts qui sont faits. Des textes ont été votés récemment pour encadrer la lutte, n'est-ce pas, contre la pollution, pour protéger un peu mieux l'environnement. Alors la difficulté, c'est l'effectivité. Alors l'effectivité des textes. L'on ne peut pas continuer à voter des textes et ne pas les appliquer. Nous avons un arsenal juridique qui est pertinent, mais nous ne l'appliquons pas. Et si nous ne l'appliquons pas, nous n'obtiendrons pas des résultats. Et ça, c'est de l'apanage des pouvoirs publics. Si les pouvoirs publics ne se donnent pas les moyens d'assurer l'effectivité des textes, nous régresserons dans la lutte. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle notre défi, c'est plutôt d'aller à la base pour ne pas attendre l'effectivité des textes, mais sensibiliser les individus à se saisir de cette question, puisque l'autorité publique ne fait pas ce qu'il faut pour assurer l'effectivité des textes. Monsieur Kossi, en jetant un coup d'œil dans l'agenda de cette conférence, je vois cette communication qui devrait tenter de répondre à cette question. L'option des énergies renouvelables, est-ce une innovation adaptée aux collectivités locales des pays du Sud ? Ah oui, je pense que aujourd'hui on ne peut pas parler en fait de changement climatique, de changement de comportement sans parler des énergies renouvelables, parce que nous sommes en Afrique. Et tout à l'heure le professeur le disait. Vous savez, aujourd'hui, on est confronté à un problème essentiel d'application et de mise en œuvre en fait des tests dont on s'est doté dans notre pays et aussi dans bien de pays africains. Tout simplement parce que les pouvoirs publics ne perd pas un transfert en fait législatif de compétences propres aux collectivités, aux autorités locales qui sont à même d'agir directement au niveau des communautés à la base. Et de ces compétences-là, il y a également l'option des énergies renouvelables à la base. Et aujourd'hui, il faut donner la possibilité aux autorités locales d'être, au niveau local, de mettre en œuvre des politiques qui soient dans la logique des énergies renouvelables. Par exemple, le solaire. Nous sommes en Afrique. Vous savez que aujourd'hui, comme je le disais, vous passez dans les rues de Lomé et le soleil vous frappe en fait à plein fouet. Donc, il faut qu'on en tire aussi des bénéfices. De sorte à ce que le citoyen lambda puisse directement avoir de l'énergie et qui ne soit pas de nature à polluer l'environnement. Parce que quand vous prenez le nucléaire, quand vous prenez un certain nombre d'éléments qui sont sources d'énergie aujourd'hui sur la planète, et ces éléments-là ne sont pas forcément respectueux en fait de la protection de l'environnement. Donc la transition écologique, c'est aussi une transition des énergies classiques vers les énergies que nous pourrions appeler des énergies renouvelables, qui sont beaucoup plus durables et qui protègent l'environnement local contre un certain nombre de risques, notamment liés au gaz à effet de serre. Dieudonné Kossi, merci d'être passé sur ce plateau. Vous êtes directeur exécutif de la CEJUS, la clinique d'expertise juridique et sociale. Et puis merci à vous, professeur Akoda Yewadan, agrégé en droit privé, enseignant-chercheur à l'université de Lomé. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est nous qui vous remercions. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un nouveau numéro de votre émission Planète Idéale.